Bon, aujourd'hui, on va voir la mort in utero. Comme définition, elle se définit par le décès du fœtus, évidemment, qui survient entre la 28 semaines et le début du travail. Cependant, sur le plan didactique, on peut considérer une mort in utero à partir du deuxième et troisième trimestre. Bon, les étiologies. Il y a les causes générales. Le risque de mort in utero donc semble augmenter avec l'âge de la patiente, la parité, les conditions socio-économiques défavorables ou certaines professions, industrielles du métal, textile, rayon X. Et surtout la pathologie hypertensive, c'est-à-dire la prééclampsie et l'éclampsie, le diabète, les maladies maternelles sévères à l'origine d'une hypoxie, insuffisance respiratoire, cardiaque, rénale. Les maladies du système, le lupus érythrémien disséminé, c'est-à-dire surtout le syndrome antiphospholipédique, obstruction donc des vaisseaux utérins, placentaires, ce qui entraîne la mort in utero. Pathologie hépatique, cholestase hépatique, stéatose aiguë hépatique gravidique et le HELLP syndrome, qui est pratiquement une complication de la prééclampsie. L'intoxication à la cocaïne et surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui entraînent une atteinte rénale. L'infection materno-fœtale et le traumatisme, surtout, qui va entraîner un décollement prématuré du placenta, ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire. Les causes annexielles, on revoit l'hématome rétroplacentaire, l'infarctus placentaire et l'accident du cordon, les nœuds circulaires du cordon long, ou bien malformation des vaisseaux du cordon, c'est-à-dire obstruction de la veine ombilicale ou bien des artères ombilicales. L'hypoxie chronique par anomalie fonctionnelle du placenta, ce qui entraîne un retard de croissance intra-utérin. La plus caractéristique, c'est le déplacement de terme, qui entraîne évidemment une calcification du placenta, et ceci entraîne une souffrance fœtale chronique et une mort in utero. Cause plus rare, on a déjà cité, anomalie des vaisseaux du cordon, anomalie de l'implantation du placenta, anomalie des brides amniotiques. Ensuite, maintenant, on a les causes fœtales. Les causes fœtales, soit une anomalie chromosomique, qui représente entre 5 à 12% des cas, la trisomie 13-18 et le syndrome de Turner. Oui. Est-ce que vous entendez? Comment? C'est bon? Donc, les causes fœtales, anomalie chromosomique, malformation fœtale, donc dans 4 à 26% des cas, malformation pulmonaire, cardiaque, rénale. Les infections, elles peuvent être soit ascendantes, soit descendantes. Les infections ascendantes, par exemple une insertion basse du placenta, décollement du placenta et les germes existants au niveau du vagin vont remonter vers le haut et à ce moment-là, ça va entraîner une infection, surtout streptocoque, le colibacille et les anaérobies. Donc, c'est l'infection ascendante. Par voie basse, il remonte, ou bien à l'inverse, une infection transplacentaire par voie hématogène. La plus fréquente, c'est les plus fréquentes, c'est les infections virales, la rubéole, CMV, cytomégalovirus, infection bactérienne, la listériose, c'est une grande cause d'infection et qui entraîne souvent une mort in utero et une fréquence assez importante. Infection parasitaire, surtout la toxoplasmose. Je ne vais pas les dire maintenant, c'est presque ça n'existe plus, mais surtout la toxoplasmose. Ensuite, on a les maladies hémolytiques, toujours dans les causes fœtales, maladies hémolytiques, immunisation sanguine fœto-maternelle, la femme les résus négatifs
le mari résus positif et le fœtus est résus positif. À ce moment-là, ça peut entraîner une immunisation sanguine qui va entraîner la mort in utero. D'autres infections hémolytiques fœtales d'origine virale, parvovirus, d'origine hématologique. On peut avoir des hémorragies fœto-maternelles, fœto-fœtales ou intrafœtales. Et surtout, on peut avoir une thrombose, on l'a déjà dit, thrombose d'une veine rénale du fœtus, veine porte, veine placentaire ou d'une artère ombilicale. D'autres causes métaboliques congénitales assez rares, ou bien cause tumorale, la molle embryonique. Donc, c'est à peu près c'est ça les étiologies des morts in utero. Donc, c'est un cours qui est basé beaucoup plus sur les étiologies. Comment faire? Et dans 30% des cas, on n'arrive pas à trouver l'étiologie. Le diagnostic de la mort in utero, il est affirmé devant la disparition de l'activité cardiaque fœtale. Les circonstances cliniques, c'est surtout en surveillant les grossesses à risque, c'est-à-dire une femme qui a une pathologie quelconque, et il faut bien la surveiller parce qu'il y a un risque de souffrance fœtale, et cette souffrance fœtale va s'aggraver en entraînant une mort in utero. Donc, contrôle de la perception maternelle des mouvements fœtaux, c'est important. Vous demandez à la patiente si elle sent bouger le bébé ou non. Si elle vous dit qu'il commence à diminuer, donc il y a une alerte. Circonstances cliniques, à l'examen systématique, on peut retrouver directement, on tombe directement sur mort in utero. Ou bien dans un tableau d'urgence, une femme qui fait un hématome rétroplacentaire, par exemple, ou bien une crise d'éclampsie, ça peut entraîner directement la mort in utero. Auscultation ultrasonique, pas de bruit du cœur fœtal, et maintenant, surtout, c'est l'échographie qui nous donne le diagnostic avec certitude. Quels sont les risques maternels si la femme a une mort in utero? La plus redoutée, c'est l'infection amniotique secondaire. C'est surtout la complication à redouter, surtout quand il y a une rupture des membranes. Pourquoi? Parce que les microbes qui sont au niveau du vagin peuvent remonter vers le haut, entraîner une infection, ce qu'on appelle une chorioamniotite, qui peut être dangereuse. Chorioamniotite, ça peut entraîner une septicémie, ça peut entraîner une endométrite et même ça pourrait être la cause d'une pelvipéritonite. Donc, surtout, la rupture de la poche des os qui peut entraîner une infection importante. Les troubles de l'hémostase, ça fait partie aussi. Passage dans la circulation maternelle de thromboplastine placentaire, du liquide amniotique, et ceci est à l'origine d'une CIVD, coagulation intravasculaire disséminée. Donc la hantise du mort in utero, c'est des troubles de la coagulation. C'est pour cela qu'il faut bien surveiller la patiente en demandant les examens complémentaires, c'est-à-dire qui concernent la coagulation du sang. Si on voit que les facteurs de coagulation sont en train de diminuer, il faut faire évacuer l'utérus. Sinon, on aboutit à une CIVD qui va entraîner une fibrinolyse et on risque d'avoir un gros problème de coagulation. L'évacuation utérine, quels sont les moyens? On a d'abord les méthodes pharmacologiques. Le plus fréquemment utilisé, c'est le syntocinon, utilisé par voie intraveineuse, mais il faut faire attention. S'il y a une disproportion fœto-pelvienne, c'est-à-dire le fœtus est trop gros, il vaut mieux éviter ce déclenchement parce qu'on risque d'aboutir à une rupture utérine. Donc, contre-indication, disproportion fœto-pelvienne, surdistension utérine, un utérus avec une hydramnios, c'est-à-dire trop de liquide et trop distendu, ou bien l'enfant est trop gros, il faut mieux éviter. Ou bien l'utérus cicatriciel, c'est une contre-indication au déclenchement par le syntocinon. C'est-à-dire la femme a déjà subi une ou plusieurs césariennes, il faut éviter le syntocinon. Les prostaglandines, c'est les moyens les plus performants par leur action sur le myomètre et sur la maturation cervicale.
Malheureusement, on n'a pas de prostaglandine chez nous. Donc, ça entraîne au niveau du col utérin des contractions utérines et au niveau du col, elle a une action qui permet l'ouverture du col, maturation et ouverture du col. Donc, c'est l'idéal, mais malheureusement, on ne l'a pas. De temps en temps, mais on n'arrive pas à trouver, les analogues des prostaglandines, c'est le fameux misoprostol, c'est-à-dire, peut-être vous avez entendu parler, ce qu'on appelle le cytotec, mais il n'y a pas là même chez nous en Algérie, donc on n'arrive pas à l'utiliser. On a d'autres produits, mais qui n'existent pas aussi chez nous. C'est la mifepristone, connue sous le nom RU490. On l'appelle antiprogestérone, par son action antiprogestérone, ce qui fait, ça entraîne des contractions utérines, puisque c'est la progestérone qui inhibe les contractions utérines. Et ce médicament, il a une action contre les effets de la progestérone. Technique chirurgicale, dilatation du col et extraction sous anesthésie générale. L'autre technique chirurgicale, c'est l'hystérotomie, ça veut dire c'est une mini-césarienne et la plupart du temps, elle est dictée par l'urgence. Parce qu'on n'aime pas faire une césarienne sur un enfant, sur un fœtus décédé. Mais des fois, s'il y a urgence, par exemple, si la femme elle saigne, dû à un hématome placentaire, placenta prévia, ou bien une crise d'éclampsie, on n'a pas le choix, on est obligé de retirer l'enfant le plus tôt possible. Les indications, évidemment, la méthode de choix dépend du terme et de la cause du décès. Et c'est des complications éventuelles et des antécédents obstétricaux de la patiente. La conduite à tenir, une fois le diagnostic de mort unitaire est confirmé, il faut essayer de faire une enquête étiologique qui débute avant le déclenchement et se poursuit après l'examen anatomopathologique du fœtus et du placenta. Donc, essayer de commencer une enquête étiologique et ensuite une appréciation des conditions de déclenchement et la recherche des complications. Essayer de donner un soutien psychologique à la patiente. Pourquoi? Parce que souvent, la patiente n'arrive pas à accepter la mort du fœtus et surtout, elle a la hantise de le faire à chaque grossesse une mort in utero. Et après l'expulsion, revérifier le groupage de la mère, le groupage du fœtus, on ne sait jamais s'il s'agit d'une incompatibilité résus. Puisqu'il s'agit d'une mort in utero, n'oubliez pas de bloquer la montée par l'odèle et donner une contraception au moins un certain temps. Maintenant, comment prévenir une mort in utero? Elle se situe à 3 niveaux. D'abord, prévention dans un contexte de pathologie fœticide, c'est-à-dire le fœtus elle a des antécédents, 2 ou 3 antécédents de mort in utero. Donc, une des premières préventions, c'est l'extraction du fœtus à la date habituelle de la mort in utero. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop tôt et il ne faut pas que ce soit trop tard. Si c'est trop tôt, le fœtus va mourir de prématurité. Si c'est trop tard, évidemment, on aboutit à la mort in utero avant de déclencher. Donc, essayez de reconnaître la pathologie en cause et décider du terme de l'extraction. En mettant, évidemment, ce que je viens de dire, en balance la prématurité et le risque de mort in utero. Donc, il faut faire attention à la date à laquelle il y a une mort in utero pour essayer de faire sortir l'enfant avant cette date, tout en pensant à la prématurité. Pas trop tôt et pas trop tard. Si la femme a l'habitude de faire des morts in utero, il faut essayer de prévenir la récidive. Prévenir la récidive
Lorsque la cause a été retrouvée, essayez de faire ce qu'on appelle un conseil génétique. Conseil génétique, donc vous demandez un karyotype, vous demandez s'il y a un lien de consanguinité entre les deux parents, hein. Est-ce qu'il y a une maladie génétique chez l'un ou des deux parents? À ce moment-là, ça peut vous aider pour trouver la cause de ces morts in utero récidivantes. Si c'est par exemple une prééclampsie, comme la prééclampsie, il y a une thrombose des vaisseaux utéroplacentaires dans la prééclampsie, ce qu'on appelait avant la toxémie gravidique, et ceci va entraîner, le sang ne passe pas assez chez le fœtus, ça entraîne souffrance fœtale, et cette souffrance fœtale va entraîner une mort in utero. Donc, à la prééclampsie, on donne de l'aspirine, 100 mg par jour, et ceci, c'est pour fluidifier le sang, et ça pourrait aider à éviter la mort in utero. Lorsqu'aucune cause n'a été retrouvée, malheureusement c'est souvent le cas, à ce moment-là, il faut surveiller le fœtus, et dès que l'apparition d'un début de souffrance fœtale, et si le terme est acceptable, à ce moment-là, il faut extraire l'enfant. Malheureusement, des fois, il y a des morts fœtales inopinées, c'est-à-dire on ne s'attendait pas. Quand on s'attend, on essaie de rechercher une étiologie, les étiologies qu'on avait citées tout à l'heure, mais des fois, il s'agit de morts inopinées, c'est-à-dire on ne s'attendait pas. C'est pour ça qu'au moment des consultations, il faut dépister. Est-ce qu'il y a un retard de croissance utérin, le retard de croissance intra-utérin? Est-ce qu'il s'agit d'un dépassement de terme? Parce qu'un dépassement de terme peut entraîner une souffrance fœtale et une calcification du placenta. Et à ce moment-là, le fœtus ne reçoit pas assez de sang, donc il va avoir manque d'oxygène et manque de nutriments, surtout le manque d'oxygène. Ça va entraîner une mort in utero. Donc, il faut faire attention. S'il s'agit d'un dépassement de terme, il faut bien surveiller la patiente avec le rythme cardiaque fœtal. Et dès qu'on voit ça commence à avoir une souffrance fœtale, à ce moment il faut soit déclencher, soit faire directement une césarienne. En conclusion, la mort in utero est un accident redouté de tout obstétricien et il faut avoir une stratégie pour essayer de combattre cette mort in utero. D'une part, l'évacuation utérine dans les meilleures conditions et surtout, faire évacuer l'utérus avant qu'il n'y ait apparition des complications. On avait dit tout à l'heure, les complications les plus redoutables, c'est la rupture de la poche des os et l'évacuation ça traîne, ou bien quand il y a un mort in utero qui dure trop longtemps, on peut avoir des troubles de la coagulation sanguine. D'autre part, un bilan étiologique permet de découvrir la cause et ceci nous aide considérablement à la prise en charge d'une grossesse ultérieure. C'est-à-dire, même si on a perdu ce fœtus, il faut quand même chercher la cause. Comme ça pourrait nous aider pour la prochaine grossesse pour ne pas récidiver, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas une autre mort in utero. Maintenant, vous pouvez poser des questions si vous voulez. On inhibe la montée laiteuse parce que le fœtus est décédé, il est mort. Donc, même s'il est mort, il va avoir une montée laiteuse. Et à ce moment-là, ça entraîne une mastite et ça pourrait entraîner des abcès au niveau du sein. Donc, on bloque, puisqu'on n'a pas besoin de l'allaitement parce que le fœtus, le bébé est décédé. Donc, on bloque
On bloque la montée laiteuse grâce à un médicament qu'on appelle le Parlodel. Maintenant, il y a un Parlodel, il y a un autre médicament dernièrement qui est beaucoup plus efficace et il ne donne pas il ne donne pas des effets secondaires comme le Parlodel. C'est le Dostinex. En plus, il se prend une fois par semaine. Alors que le Parlodel, la patiente est obligée de le prendre tous les jours, matin et soir, et ça donne des nausées, des fois des vomissements. Donc, l'essentiel, c'est de bloquer l'allaitement puisqu'on n'en a plus, enfin, on n'en a plus besoin. D'autres questions? Pas d'autres questions? C'est des étiologies, il n'y a rien à... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune réaction. Posez une question.
On a vraiment ça. Commencer le deuxième cours. Vous êtes prêts? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît.